Imagine un instant qu'un pan entier de ta capacité à ressentir, à vibrer avec la peine ou la joie d'autrui ne soit pas simplement étouffé, mais physiquement absent. Pas un choix, pas une volonté de nuire, mais un véritable trou, une faille structurelle au cœur même de ton cerveau. C'est sidérant, n'est-ce pas? Des recherches en neurosciences dépeignent une réalité où l'absence totale d'empathie n'est plus une simple question de moralité, mais une configuration neurologique gravée dans le cortex. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce phénomène pour comprendre le circuit neural sombre qui entrave la reconnaissance émotionnelle et l'expérience de la compassion, révélant une explication scientifique à la froideur des comportements les plus prédateurs. Ce que tu vas découvrir transformera ta vision de la nature humaine et des mécanismes de la cruauté. Au centre de cette énigme se trouve une région cérébrale fascinante, le cortex préfrontal ventre-médian ou VMPFC. Pense à lui comme le chef d'orchestre de tes réponses émotionnelles et morales. C'est là que se nouent les fils complexes de l'attachement, du jugement éthique et bien sûr de l'empathie. Or, chez certains individus, notamment ceux présentant des traits de psychopathie ou de troubles de la personnalité antisociale, les images IRM fonctionnelles et structurelles révèlent des anomalies saisissantes. Nous ne parlons pas de subtilité ici. Il peut s'agir d'une sous-activité marquée lorsque ces personnes sont confrontées à des situations émotionnelles intenses ou même d'un volume réduit de matière grise dans cette région vitale. C'est comme si une partie essentielle du matériel biologique nécessaire à la compassion était tout simplement moins développée ou fonctionnait au ralenti. Pour que l'empathie fonctionne, ton VMPFC doit dialoguer sans accroc avec d'autres structures, notamment l'amygdale, le centre de la peur et de la détection des émotions primaires. Quand tu vois quelqu'un souffrir, ton amygdale s'active en premier, envoyant des signaux d'alerte. Normalement, ton VMPFC interprète ensuite ces signaux, les connecte à tes propres expériences émotionnelles et génère une réponse empathique, cette sensation de te mettre à la place de l'autre. Mais imagine un instant que cette communication soit brouillée. C'est un peu comme une ligne téléphonique coupée entre deux départements cruciaux d'une entreprise. L'un détecte un problème, mais l'autre, celui qui doit orchestrer la solution compatissante, ne reçoit que des bribes, voire rien du tout. Des études novatrices, comme celle menée par Adrian Raine et son équipe en 2003, ont comparé le cerveau de personnes ayant des antécédents de comportement antisocial grave à celui de groupes de contrôle. Ils ont mis en évidence une réduction significative de la matière grise dans le cortex préfrontal chez les premiers. Ce n'est pas anodin, c'est une altération physique, visible, qui sous-tend une incapacité à traiter l'information émotionnelle de la même manière que la plupart d'entre nous. Ce circuit sombre, cette déconnexion, ne permet pas de simuler mentalement les émotions d'autrui, ni de ressentir ce réconfort viscéral que procure la compréhension mutuelle. C'est une différence fondamentale à la source même de la perception du monde. D'ailleurs, si ce voyage au cœur de la psychologie et des neurosciences pour comprendre comment notre cerveau nous façonne te passionne autant que moi, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que cette idée de trou dans le cerveau pour l'empathie t'inspire. Et si tu n'as pas encore sauté le pas, abonne-toi. Chaque abonnement nous aide à dénicher de nouvelles études, à décortiquer d'autres mécanismes insoupçonnés du comportement humain et à faire en sorte que ces découvertes scientifiques touchent le plus grand nombre. Continuons notre exploration. Cette déficience dans le VMPFC ne se contente pas d'entraver l'empathie, elle redéfinit la manière dont ces individus interagissent avec le monde. Imagine un individu incapable de percevoir la détresse d'une victime, non par manque de volonté, mais parce que son cerveau ne traite pas ces signaux de la même façon. Pour nous, un visage effrayé ou un cri de douleur active immédiatement notre VMPFC, nous incitant à l'aide ou à la fuite. Pour eux, l'information peut rester neutre, dépourvue de résonance émotionnelle. C'est la base de comportements prédateurs. Prends l'exemple classique. Avant cette compréhension, nous voyons la cruauté comme un acte de mal pur, un choix délibéré de faire souffrir. Après cette découverte, nous réalisons que pour certains, la douleur de l'autre est une abstraction. Ils peuvent intellectuellement savoir que leur action cause du tort, mais ils ne le ressentent pas au niveau viscéral qui déclencherait le remords ou la culpabilité. Les travaux du neuroscientifique Kent Keel en 2006, utilisant l'IRM fonctionnel sur des populations carcérales, ont montré que les psychopathes présentent une activité réduite dans des zones clés du système limbique et du cortex préfrontal lorsqu'ils traitent des maux émotionnels ou des images de violence. Leur réseau de la douleur empathique reste silencieux. C'est la différence entre lire une description de la faim et la ressentir soi-même. Pour la majorité,
L'empathie fait office de frein social puissant. Elle nous empêche de blesser autrui car nous ressentons un écho de cette douleur en nous. Mais si ce frein est défectueux, alors les frontières tombent. Les décisions prises par ces individus ne sont pas guidées par le souci du bien-être d'autrui, mais purement par leurs propres objectifs ou désirs, aussi froids et calculés soient-ils. Ils n'ont pas accès à cette bibliothèque d'émotions partagées qui nous permet de nous comprendre tacitement. Leurs interactions sont dénuées de cette profondeur qui fait de nous des êtres sociaux complexes. C'est comme si le monde était une pièce de théâtre et qu'ils en connaissaient les dialogues sans jamais comprendre les émotions des acteurs. C'est une réalité d'une gravité immense, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qu'ils croisent. Alors, comment cette nouvelle compréhension peut-elle transformer notre quotidien ? Je te propose 3 applications concrètes. Premièrement, reconnaître les signes précoces. Si tu observes chez quelqu'un un manque persistant de réaction émotionnelle face à la détresse d'autrui, une incapacité à comprendre la perspective de l'autre ou une utilisation purement instrumentale des personnes autour de lui, sans regret apparent, cela pourrait être un indicateur. Il ne s'agit pas de poser un diagnostic, mais de prendre conscience que tu pourrais être en présence d'une personne dont l'architecture émotionnelle est fondamentalement différente. Dans des situations professionnelles ou personnelles, cela peut t'aider à interpréter des comportements qui, autrement, te sembleraient inexplicables ou purement malveillants. L'objectif est de saisir la complexité de l'interaction. Deuxièmement, adapter tes stratégies de communication et de protection. Face à une personne présentant un déficit d'empathie, tenter de faire appel à sa culpabilité ou à ses sentiments est souvent vain. Le circuit qui devrait répondre à ces appels est en sous-régime, voire éteint. La méthode ? Concentre-toi sur les conséquences logiques de ces actes. Explique clairement ce qui se passera si elle ne respecte pas les règles, les limites, les accords. Les faits, les conséquences et non les émotions ou les jugements moraux. Cela te permet aussi de te protéger en établissant des limites claires et infranchissables, car tu sais que tes propres appels émotionnels risquent de ne pas être entendus. Troisièmement, repenser l'intervention et la réhabilitation. Pour la société, cette découverte ouvre la voie à des approches plus efficaces. Si l'absence d'empathie est neurologique, alors les programmes de réhabilitation doivent se concentrer sur l'apprentissage cognitif des comportements prosociaux plutôt que de tenter d'inculquer une empathie qu'ils ne sont pas équipés pour ressentir. Par exemple, leur enseigner explicitement comment identifier les signaux émotionnels non verbaux et quelles réponses sociales sont appropriées sans attendre une résonance émotionnelle interne. Les résultats attendus sont un ajustement comportemental, même si l'expérience émotionnelle sous-jacente reste différente. C'est un changement de paradigme, de la punition morale vers une gestion pragmatique des comportements. Cela exige une immense patience et une compréhension scientifique profonde. Tu vois maintenant que la cruauté n'est pas toujours un choix moral. Parfois, elle est l'écho d'une architecture cérébrale différente, d'un circuit neural qui ne se connecte pas comme le nôtre. Cette compréhension ne justifie rien, mais elle explique. Elle te donne une nouvelle grille de lecture pour interpréter des interactions humaines qui, auparavant, te laissaient perplexe, choqué ou profondément blessé. Tu peux désormais distinguer ce qui relève d'une intention malveillante de ce qui est la conséquence d'une incapacité neurologique. C'est une distinction fondamentale pour naviguer dans le monde. Quand as-tu le plus récemment été confronté à cette froideur émotionnelle, à cette incapacité apparente de comprendre la peine d'autrui ? Et si cette explication t'a éclairé, like cette vidéo pour retrouver cette explication exacte la prochaine fois que tu repéreras ce schéma chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Plonge encore plus profondément dans les abysses de la conscience humaine. Cette compréhension de l'empathie et de ses fondements neurologiques n'est qu'un début. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines découvertes que nous déterrons déjà, des révélations qui pourraient bien être encore plus fondamentales pour comprendre ce que nous sommes.